C'était Switch in Time du Big Band de Brigné, emmené par le saxophoniste PKO. Et pour bien commencer le mois d'avril, quoi de mieux qu'une petite chronique philosophie avec notre chroniqueur Michel Binette. Bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui, ce n'est pas un thème que tu mets à l'honneur, mais une figure de la philosophie pour changer. Pourquoi ? Parce que je voulais amener une autre perspective aussi, et je voulais amener le personnage de Platon, en fait, qui est une figure incontournable de la philosophie, surtout occidentale. Et alors pourquoi est-ce un pilier de la philosophie occidentale? Oui, c'est une bonne question, parce qu'il l'a laissé, bien qu'on est 2500 ans plus tard pratiquement, il a toujours laissé, une œuvre incommensurable qui est toujours aussi actuelle et qu'on lit toujours aujourd'hui. Qui a des différents niveaux de compréhension, d'interprétation, mais qui nous fait toujours aussi réfléchir et approfondir. Quand on pense à Platon, on pense aussi à Socrate, Aristote. Est-ce qu'ils ont des liens entre eux ou est-ce qu'ils n'ont rien à voir ensemble? Oui, en effet, ils étaient les trois dans la même époque, à l'époque de Périclès. Donc, en premier, il y a Socrate qui arrive dans l'histoire, qui est aussi cette figure qui a changé la philosophie ou la vision de la philosophie de l'époque. Platon a rencontré Socrate. Platon était jeune à ce moment-là. Il a été le disciple de Socrate. Donc, c'est ça un peu le lien. Et ensuite, Platon fera son école de philosophie, l'Académie de Platon. Et Aristote sera le disciple de Platon. D'accord. Donc c'est clairement trois générations. Exactement. Okay, très bien. De maître à disciple. Tu parlais du fait qu'on lit encore Platon aujourd'hui. Pourquoi ces enseignements sont-ils toujours aussi actuels? Ils sont toujours actuels parce qu'ils nous parlent de l'être humain. Ils nous parlent de qu'est-ce que l'être humain, qui nous sommes, où nous allons et surtout où allons-nous. Il y a évidemment différents niveaux de compréhension et d'interprétation des enseignements. Mais pour Platon, pour bien le comprendre, pour Platon, l'être humain est d'abord et avant tout une âme qui s'incarne, qui va vivre ses expériences et qui va chercher à s'accomplir et va en fait au travers de cette recherche de la sagesse va avancer, va évoluer. On a tous entendu parler de l'allégorie de la caverne, qu'on a à peu près tous étudié au secondaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de caverne? En fait, encore ça aussi, c'est une allégorie. Donc, on nous raconte avec image l'être humain, ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire, encore une fois, il y a différents niveaux d'interprétation. Un de ceux-là, c'est de passer de cet état d'ignorance que Platon compare à être enchaîné au fond d'une caverne et voir sur le mur du fond des ombres projetées par un feu et des images qui seraient à l'arrière de nous. Et ce chemin ensuite de libération de cette ignorance pour sortir vers à la sortie de la caverne et reconnaître et voir le soleil comme l'essence de toute chose, l'essence de la vie. Donc il y a un niveau qu'on peut facilement comprendre dans notre vie. Dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, on est un peu dans la caverne, on est un peu dans l'ignorance. Et ensuite on apprend tranquillement à sortir, à comprendre finalement qu'on ne sait pas. Et est-ce que Platon va parler de sortir de la double ignorance, c'est-à-dire de ne pas savoir que l'on ne sait pas. C'est le premier pas le plus important parce qu'ensuite, une fois qu'on ne sait pas, on peut se mettre en marche pour apprendre. Sinon, il n'y a pas de place. À partir du moment où on pense qu'on sait, quand on est dans le fond de la caverne, parce qu'on reconnaît les ombres, donc on est le champion de l'ignorance, si on veut. Mais en fait, on est dans une profonde ignorance qui, en fait, est dommageable parce que ça nous limite. Ça limite la vie, nous limite sur qui l'on est. Est-ce qu'il y a une autre allégorie, un autre mythe de Platon qui est moins connu mais tout aussi utile? Oui, aussi, on se réfère au même livre, La République de Platon, qui est une œuvre centrale dans l'œuvre de Platon. Et dans cette œuvre, il y a aussi le mythe d'Air, qu'on appelle le mythe d'Air, qui va, en fait, Platon va nous parler de cette transmigration des âmes, en fait, c'est-à-dire de cette renaissance, de le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Ce qu'on reconnaît dans d'autres traditions, comme le bouddhisme, par exemple, avec l'idée de la réincarnation. Donc, Platon nous l'a décrit d'une autre façon dans cette allégorie. Rappelons-nous aussi que Platon a été plusieurs années en Égypte et on dit qu'il aurait appris des grands sages, des grands prêtres en Égypte. Donc, c'est intéressant parce que ça fait le pont entre les anciennes traditions de l'Égypte ancienne
et la Grèce. Et ensuite, parce que la Grèce, on est en 400 avant Jésus-Christ, hein, et va être un peu sur le déclin, si on veut, parce qu'elle va être conquise quelques années après, quelques dizaines d'années après par Rome. Mm-hmm. Bien que physiquement, Rome, les Romains vont conquérir l'espace grec, les Grecs vont conquérir Rome par la culture. Donc, déjà, on reconnaît la mythologie grecque qui va être adaptée à la mythologie romaine. Donc, il y a une conquête dans les doubles sens, en fait, ce qui est intéressant. Toute cette réflexion autour de l'individu, de la société, c'est pas seulement philosophique, c'est aussi socio-politique. Cet aspect-là de Platon, il est intéressant aussi. Oui, en effet, parce que Platon va nous laisser d'abord cette réflexion sur qu'est-ce que l'individu. Qu'est-ce que l'on est? Quand on dit individu, c'est qu'est-ce qui est individis, qu'est-ce qui est indivisible? Parce qu'on a, oui, un corps physique, mais il y a une partie aussi qui est liée à l'être, c'est-à-dire qui l'on est réellement. Bien que dans la vie, on peut s'en rendre compte, hein, on change au travers des étapes de la vie, on voit les choses différemment, la conscience évolue, en fait. Mais on sent qu'il y a quand même une continuité d'être. On est le même qu'on était quand on avait 10 ans, qu'à 30, 40, 50 ans. Mais il y a des choses qui ont changé, donc qu'est-ce qui est éternel dans tout ça? C'est l'être. Et cet être, cet individu, pour Platon, un peu cette conquête se fait à la fois dans l'individu, mais aussi dans la société. C'est-à-dire que une société est aussi un État. Une société est un endroit où on le vit, hein, on a des échanges, qu'on fabrique les choses pour l'autre et l'autre fabrique les choses pour l'autre. Et dans ça, il y a cette espèce d'échange, de multiples échanges de différents niveaux. Mais il y a aussi cette idée d'État que Platon va nous laisser, c'est-à-dire cette union, c'est-à-dire cette union de destin vers un idéal commun, vers un idéal de fraternité et de justice pour l'être humain, pour l'humanité. Quel est l'héritage de toutes ces idées? Est-ce qu'il n'y a que les philosophes actuels qui les utilisent à nouveau ou est-ce que la société a été façonnée par ces recherches? Oui, c'est une bonne question parce qu'en effet, en philosophie, les philosophes, à la manière classique, disons-le ainsi, ceux qui cherchent à mettre en pratique la philosophie, peuvent s'y référer comme outil, comme référence, parce qu'il nous a laissé, Platon, un peu c'est comme une science, en fait. Il nous a laissé un savoir, une science, une pratique de ses expériences, mais aussi de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a capté de la vie. Et ensuite, pour ce qui est de la société, comment on peut le vivre aujourd'hui, comment on peut s'y relier, c'est toujours aussi utile. Parce qu'on a encore besoin aujourd'hui, l'être humain reste l'être humain. On est encore sur ce chemin d'évolution vers cette recherche de qu'est-ce qu'on fait là, en fait, en tant qu'être humain. Toujours sur l'aspect sociopolitique, Platon parle aussi des différentes formes de gouvernement avec l'aristocratie, l'oligarchie, la démocratie, même la tyrannie. Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? En fait, c'est intéressant parce que je pense, c'est une interprétation, il a compris l'être humain dans sa profondeur et a compris que il y a l'être humain aura une forme de gouvernement en fonction de là où il en est comme individu, comme société. Et en fait, quand il nous parle des différentes formes de gouvernement, il va nous parler qu'il y a une espèce de cycle dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, il va nous appeler au début l'aristocratie, par exemple. C'est pas l'aristocratie que nous, on connaît, c'est-à-dire que les monarques et puis tout ça, ça n'a rien à voir. Aristocratie, c'est Aristos et Cratie, ça veut dire le gouvernement des meilleurs. Mais les meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire par Platon? C'est le plus juste, le plus digne, le plus vertueux, le plus capable, le plus philosophe, celui qui a compris le sens de la vie, en fait. Donc, c'est cet idéal philosophique qui reste un idéal, qui ensuite il va nous parler que il y aura une dégradation parce que au début, c'est des grands sages. Ensuite, les choses vont se diminuer parce que les gens s'habituent à vivre dans une certaine facilité, certain confort. Et donc, il y aura ensuite une dégradation jusqu'à arriver à la tyrannie. La tyrannie qui est une forme de gouvernement qui vient un peu dissoudre les formes. Parce qu'on se rappelle que les sociétés, les cultures et les civilisations naissent, se développent, vivent et finissent par mourir à un moment donné. Donc, il a reconnu les cycles de vie
il l'a appliqué au gouvernement, aux formes de gouvernement, en disant que quand arrive la tyrannie, comment naît la tyrannie? C'est que le peuple cherche la liberté. Et le tyran, c'est celui qui va dire, donnez-moi tous les pouvoirs et je vais garantir vos libertés. C'est vraiment paradoxal, mais il le décrit vraiment comme ça. Et on peut le reconnaître aujourd'hui dans peut-être certaines formes de société, ou même aujourd'hui. C'est-à-dire que le tyran est celui qui va dire, moi, je vais m'assurer que vos libertés sont garanties, mais vous n'aurez plus de liberté. C'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'il le décrit. Et justement, pour finir, comment on peut faire un lien entre Platon et puis les défis actuels? Comment on peut s'inspirer de sa philosophie pour résoudre certaines crises? Pour Platon, il nous parle de cette recherche constante de qui l'on est, de qu'est-ce que l'on est. Donc, ça nous amène à penser que l'évolution se fait par la conscience. Donc, chaque individu doit remettre en question ce que l'on sait, ce que l'on croit connaître, trouver en nous une forme de vérité, se mettre en marche vers une sagesse qui passe nécessairement vers l'union des individus. Parce qu'on ne peut pas réussir une société seule. On doit être avec d'autres, on doit apprendre à travailler ensemble, à travailler en équipe, à travailler vers une unité, vers une fraternité. Donc, c'est tout un programme qui n'est pas facile, mais si c'était facile, on l'aurait depuis longtemps. Mais ça fait 2400 ans et c'est toujours aussi valide et actuel aujourd'hui. Très bien. On remerciera Platon pour ses enseignements et puis chouette programme qu'on mettra peut-être en place. Merci beaucoup, Michel. Et puis, on se retrouve pour ta prochaine chronique. Est-ce que tu connais déjà le thème? C'est en mijote. Je mijote. Très bien. On a hâte de savoir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. On continue avec la clôture de l'émission et le programme de demain.